Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'étude habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale et liquidité, et on va rajouter là-dedans un petit sujet sur les relations Arabie Saoudite, États-Unis, qu'on va, je pense, inscrire dans l'histoire plus que simplement aller voir un petit peu ce qu'il se passe. Ça va être assez intéressant. Vous allez voir. En ce moment, le pétrole est un sujet brûlant parce que tout simplement, c'est un petit peu la narration qui peut nous inscrire dans une stagflation, c'est-à-dire avoir une Fed qui effectivement garde des taux relativement hauts pour faire baisser le core CPI, mais en même temps derrière une forme de crise de l'énergie type 73-78, un choc pétrolier qui pourrait éventuellement nous laisser dans une inflation assez longue. Alors pour le moment, on est ici sur le daily, probablement toujours dans ce canal qu'on a mis en avant. Est-ce que ça va le perdre par le bas et venir corriger plus bas, tout simplement venir chercher tous ces stops ici longueur, ou alors est-ce que on va s'inscrire, et je pense que c'est une possibilité à ne pas mettre de côté dans un range finalement entre cette borne là et cette borne là pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'on perdrait effectivement le canal, mais on se baladerait ici. La question substantielle, je dirais à ce stade, c'est est-ce que la résistance qui était auparavant celle-ci, ici avant c'était écrit résistance, je sais pas si vous en rappelez, va devenir support. On peut ici très bien réenfoncer. On voit en ce moment d'ailleurs que le S&P 500 n'a pas du tout bien pris ce qui s'est dit au niveau de la Fed hier. Je vous engage à aller voir la vidéo d'hier où j'ai fait une analyse tout simplement du discours de Jérôme Powell. Donc est-ce que Bitcoin va suivre, littéralement perdre sa structure, ou alors est-ce qu'il va s'inscrire dans un nouveau range supérieur? C'est-à-dire ici on a potentiellement cassé quelque chose. À l'inverse de ce qu'on avait fait là, c'est-à-dire réintégration rapide, on pourrait ici se construire sur on rebondit et on repart, ou à minima on range tout simplement entre ces deux bornes pendant un certain temps. Personnellement, c'est ce que j'aurais plutôt tendance à jouer. Maintenant, attention à ça, vous le voyez là, ici on a effectivement une structure horaire qui est haussière. Il ne faudrait pas enfoncer le creux qui est celui-ci, donc la ligne verte globalement que vous voyez là, faute de quoi on serait potentiellement tout simplement en train de retourner la structure qu'on va dire horaire slash 4 heures, voilà. Désormais, on a une 4 heures qui est effectivement haussière. Il faut assez souvent se dire qu'on va dans le sens de la trend plutôt que dans le sens d'une cassure, mais de temps en temps, il faut envisager des trades contrariens, c'est-à-dire à l'inverse, tout simplement aller chercher plus bas. Voilà, on n'a pas retourné la daily encore, mais bon, ça c'est des choses que je dis tous les jours, donc c'est pas la peine qu'on revienne là-dessus. Donc ça, c'était pour le 4 heures sur BTC. 1 heure, vous le voyez, on a une structure qui est plutôt baissière, comme ceci, et donc on aura une forme de confirmation, effectivement, qu'on est en train de rester dans la 4 heures et ne pas suivre la 1 heure, tout simplement quand on reprendra le top qui est ici. À ce stade, je pense que jouer le range n'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais bon, voilà, vous voyez ici ce qu'il en est pour vous et quel est votre sentiment là-dessus. Je vous rappelle que vous ne devez avoir qu'un seul influenceur, c'est vous-même. Casser cette trend, bien évidemment, la verte ici pourrait également être un signal, tenir celle-ci en 4 heures, et puis bien évidemment pour moi ce niveau-là qui est prépondérant, et puis le niveau 4 heures supérieur qui est prépondérant également. Vous avez ici des signaux qui s'inscrivent dans le temps. Vous le voyez ici sur la 4 heures, on n'a pas encore perdu tout simplement ce niveau de 4 heures que j'estime être légèrement en dessous, en fait, puisque si on veut le tenir ici, il y a quelque chose peut-être. Là, vous le voyez qu'il aurait été potentiellement clôturé, et tout ça n'est pas une très bonne nouvelle. Cela dit, quand on regarde les bougies, on voit qu'il y a de la défense sur ces niveaux-là pour le moment. Donc c'est ça qui m'engage à dire que oui, peut-être on pourrait tenir ce niveau vert pour le moment. Attention à une prise de liquidité éventuelle sous ce point-là, 26 336, qui vous sortirait du trade. Je pense pas qu'ici, rester dans ce trade à ce stade-là serait une bonne idée. Voilà pour un petit peu la structure, la tendance. On va aller voir Ethereum BTC. On avait dit hier qu'on pensait potentiellement qu'Ethereum BTC allait éventuellement se reprendre un petit peu. C'est pas vraiment le cas. Vous voyez que c'est mou là. On est sur cette trend. Vraiment Ethereum qui en ce moment n'a pas un momentum exceptionnel. Est-ce qu'il va le reprendre? Vous vous rappelez qu'ici sur l'Ethereum dominance, on était quelque part autour de 18,80 et c'était pas trop mal. Et là pour le moment, vous voyez que Ethereum est en train de littéralement dérouiller par rapport à Bitcoin. On le voit également sur la structure actuelle qui finalement nous a donné ici cette espèce de biseau qui pour moi n'est pas terminé. Donc je le vois pas comme un biseau, je vois plutôt un biseau en 5 vagues. En général, j'essaie de les jouer comme ça. Donc ici, bon voilà, on va avoir idem des confirmations. Ethereum revient sur sa trend, on va dire historique. Est-ce qu'il rebondit là-dessus et reprend du momentum par rapport à Bitcoin? C'est un petit peu la question du moment. En ce qui concerne le Total 3, toutes les altcoins, mais on enlève
Bitcoin, Ethereum, et bien du coup vous voyez qu'on n'arrive pas à passer ici cette résistance, et pour le moment on est sur des altcoins qui recommencent un petit peu à perdre leur momentum, alors qu'on avait cassé ici la trend momentanée, on va dire la trend locale, on a rebondi sur la trend historique qui elle-même avait été cassée aussi. Ce qu'on attendrait ici, c'est de garder la structure, sous-entendu, garder la structure veut dire ne pas perdre ce point-là, puisque vous le voyez, la structure pour le moment elle est également haussière là-dessus, donc un rebond ici, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, sur le Total 3 pourrait être encourageant pour la suite, mais redévisser en dessous de ce point-là ne serait pas tout simplement une bonne nouvelle. Stablecoin dominance, eh bien, on est, on va dire, ici, en train de tenir, je pense que c'est du daily ce niveau-là. Hop, on va se mettre comme ça, pardon. Hop, hop, hop. Même pas, vous voyez que le daily il est en dessous, ici elle aurait été hard closée ce petit niveau ici, mais bon pour le moment on tient un petit peu ce niveau là, qu'on va peut-être mettre comme effectivement du daily, et qu'on va peut-être désormais décaler par ici. C'est pas fantastique, hein, idem sur la stablecoin dominance, on veut enfoncer ce niveau, hein, vous comprenez que plus la stablecoin dominance est baissière, tout simplement, plus eh bien c'est encourageant. Pour le moment, je dirais qu'on peut éventuellement statuer sur un range, soit on est sur un range ce qui veut dire retour aux 32 000 $, soit on tient la trend qui est celle-ci, et à ce moment-là, ça veut dire retour aux 20 000. Là, ici, on serait à peu près aux 20 000, je pense, par là, quelque part autour des 22, je pense, sur ce niveau-là, qui serait, par ailleurs, le fait de casser la résistance qui est celle-ci, la daily qui est celle-ci, et ben à ce moment-là, on aura des bonnes informations que tout simplement, le prix se transporte vers des niveaux autour du 12 mars, c'est-à-dire qu'on est entre 20 et 22 sur la journée. Ici, ça avait été une journée extrêmement baissière, donc ça dépend un petit peu du moment. Cela dit, on voit une très belle résistance ici au 12%, dont on se rapproche, et si on s'en rapproche, vous comprenez que là, on est quelque part autour sur Bitcoin des 23-24, et si on enfonce encore un petit peu plus, on se dirigerait vers les 22,3. Donc on a besoin ici que la stablecoin dominance vienne corriger fort. Vous voyez ici qu'on était sur une trend également. Hop, je vous montre ici. Donc vous avez la trend la plus agressive qui était celle-ci à la descente, et ça c'était la trend à tenir. Elle a été cassée, vous voyez que quand elle a été cassée, eh bien il y a eu une forte accélération, et on va finalement sur la trend la moins agressive, celle des deux qui est entre guillemets la trend primaire, la weekly, qui jusque-là, posait le prix. On voit très bien ici également cette notion de range éventuel qui pourrait nous ramener sur le bas du canal historique. On va pas développer parce que j'ai pas mal développé ça. On va juste jeter un œil rapidement sur le S&P qui a pas mal corrigé hier, vous le voyez ici là. Sur cette nouvelle comme quoi la Fed n'avait potentiellement pas terminé tout simplement sa hausse de taux, ou en tout cas que la Fed nous dit que potentiellement elle va continuer, il y aura une hausse supplémentaire. Donc on va pouvoir aller voir, parce qu'on l'a pas fait hier parce que c'était un petit peu tôt, j'ai vraiment sorti la vidéo hier juste après tout simplement le discours de Powell, et vous le voyez désormais pour le prochain meeting, celui du 1er novembre, vous avez déjà un tiers du marché qui commence à dire que oui, il y aura une hausse au prochain meeting. Comprenez bien que sur ce meeting là, on était à 99% du marché qui pensait que tout simplement le lien, alors vous le voyez, on n'allait pas augmenter les taux, et c'est ce qu'a fait Powell, ils n'ont pas augmenté les taux. S'ils avaient augmenté les taux, ça nous aurait probablement donné un flash crash, et on s'est bien gardé de le faire, bien évidemment. Ici, on voit aussi que la composante principale du marché ne pense pas qu'il y aura une hausse supplémentaire. À l'inverse, vous le voyez ici on pense plutôt qu'on va poser pendant un certain temps, notamment jusqu'à juin 2024, autour des 5,25, donc le taux actuel, et qu'il y aura un pivot autour de juin 2024 pour finalement redescendre assez rapidement à 4,75. Donc le marché n'y croit pas trop. Mais Powell y croit visiblement, et surtout cette nouvelle sur S&P nous a donné une très jolie bougie de baisse qui sincèrement nous dit que potentiellement le marché n'aime pas trop ce qu'il a vu hier. Ici ce gap est fermé, on peut l'enlever, et voilà. Donc est-ce qu'on se dirige vers le gap 4223? Si jamais vous regardez également, alors je l'ai pas mis sur cette charte là, mais on va le mettre ensemble, on est potentiellement sur un biseau ascendant ici, alors on va essayer de le mettre en acceptant une déviation par là, voilà, comme ceci, voilà, qui serait potentiellement perdu.
Voilà, quelque chose comme ça, qui serait potentiellement perdu. Bon, à savoir qu'on a déjà fait des déviations en dessous, donc c'est possible qu'on soit juste sur une déviation à ce stade, potentiellement perdu, et qui nous ramènerait tout simplement au point bas, c'est-à-dire les 3497 sur S&P, avaler la totalité de la hausse actuelle dorénavant. Attention aux déviations, et c'est bien possible que ça en soit une, mais ça irait plutôt dans le sens de ce que je vous avais dit au tout début, tout simplement, de cette correction haussière. Pour le moment, on ne voit pas ça comme un bull market, mais une correction haussière, c'est-à-dire potentiellement une A, B et une C qui perd, qui va plus bas et qui vient potentiellement chercher cette zone. On s'attendrait ici à une correction de B, donc la hausse, si jamais on a atteint le top de cette baie, de 61%, et on est allé au-dessus. On est allé ici quasiment, pardon, je vais y arriver, voilà. On est allé quasiment au-delà des 0,786, la zone de rechargement de short qu'on a réintégré ici. Vous le voyez, on est allé légèrement au-dessus, donc ça peut laisser penser éventuellement à une flat, ou alors tout simplement à une correction qui serait potentiellement déjà terminée, c'est-à-dire une ABC pour le coup, qui se constitue comme cela. Désolé, ça va être un peu long. Qui se constitue comme cela. Possible. À ce moment-là, on s'attendrait donc à 0,618 pour le retracement de la première baisse, et je pense qu'on n'en est pas loin. Hop. Donc vous le voyez ici, on fait du Elliott, on tient un petit peu des 0,618 tout pile, effectivement. Après, on s'attendrait à un mouvement de 1 pour 1 qui n'a pas eu lieu, je pense ici. Donc mouvement de 1 pour 1 de prolongation de Fibonacci. Hein. Là, ce que je veux dire, c'est simplement qu'est-ce qu'on a eu. Si on reporte la A en haut de C, et on s'attend à quelque chose entre 0,618 et 1, c'est-à-dire 3257, et on n'a pas nécessairement eu ça non plus. Donc soit on part sur une flat, soit on part pour une zigzag qui reprend énormément de son... Qui va plus haut que les 0,786, ça existe, hein. Et à ce moment-là, du coup, si on vient chercher le 1 pour 1, et désolé, en fait, j'aurais dû mettre ça un peu plus bas, c'est pas grave, ici, voilà, hop, comme ça, et d'ailleurs, je viens de me planter, voilà, ce qu'il faut faire, c'est ça, on y arrive. On y arrive. 100%. Donc 100%, ça nous emmènerait, et c'est ce que j'avais expliqué auparavant, on a eu une bulle monétaire suite au Covid. Ici, c'est descendu très fort. Et revenir au niveau pré-Covid ferait du sens. Revenir retoucher ici ce point-là aurait du sens, au sens où le marché se dit, bah, finalement, qu'est-ce qu'on a fait là dernièrement? Eh bien, on a... donc vous comprenez, on a ce biseau qui éventuellement pourrait nous ramener à ce point-là, et cette potentielle ABC avec un 1 pour 1 qui éventuellement pourrait nous ramener à ce point-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que le marché pourrait se dire, bah, en fait, tout ça c'était une bulle monétaire, on a besoin d'effacer la bulle monétaire pour ensuite repartir sur des niveaux un petit peu plus logiques, à savoir les niveaux pré-Covid. Tout ce qui a eu lieu avant le Covid, tout ceci n'était tout simplement que de l'impression monétaire, et on retourne au point initial, on fait un petit peu le ménage sur le marché, on enlève ici une partie tout simplement des comme dit Warren Buffett, c'est quand la marée baisse que qu'on voit ceux qui se baignaient à poil, et donc du coup là à ce moment-là, eh bien laisser derrière le marché repartir sur des vraies valeurs qui potentiellement donc n'ont pas utilisé cette bulle monétaire pour se construire et pour performer. Les news sur Twitter, j'ai traité tout dans la vidéo d'hier, c'est-à-dire c'était le FOMC, etc. Donc on va passer là-dessus. Je vous invite éventuellement à venir nous rejoindre sur le Twitter également. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Binance au plus bas, etc. On a déjà traité cette news. Sur Finbold, intéressant, oui, on nous parle de Milton Friedman qui avait éventuellement prédit une monnaie internet il y a de ça une trentaine d'années. Vous le voyez ici. Regardez cette vidéo, elle est vraiment intéressante si jamais tout ça vous intéresse. Mais Milton Friedman était un théoricien, on va dire, de la théorie quantitative de la monnaie, c'est-à-dire l'inflation est fonction de la masse monétaire en circulation. Ça a depuis été énormément prouvé, et dans cette interview, eh bien, il nous montre que potentiellement une monnaie basée sur Internet pourrait être extrêmement intéressante pour le reste du monde. Ici, bon, on va passer Hong Kong qui dit que les firmes crypto qui disent être une banque sont hors la loi, hein, globalement. Les stocks futurs qui descendent, on en a déjà parlé. Calendrier économique, on aura le PMI, ça sera vendredi. Sinon aujourd'hui, Fed, on aura à 14h30 tous les jeudis, on nous dit combien de nouveaux emplois ont été créés, enfin combien de chômeurs se sont inscrits plutôt au chômage. Et ici, semaine prochaine, on aura le core PCI que la Fed suit de près. Et donc du coup, ça sera
extrêmement intéressant à regarder aussi. L'économie est sur le point de ralentir. C'est le moment pour les retail stocks, nous dit Goldman Sachs. On va passer là-dessus aussi. Allez, on attaque le sujet. J'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est très important. Activez la cloche des notifications. Vous avez également sous la vidéo un bouton rejoindre qui vous permettra d'accéder à une vidéo privée tous les jours. C'est-à-dire que je vais un peu plus dans le détail sur les vidéos privées et je travaille également des setups de trading, le risk management, voilà, toutes les choses qui peuvent éventuellement vous aider à être rentable en trading. Comme je dis souvent, ici, c'est un petit peu comme apprendre à piloter. Vous ne vivrez pas suffisamment longtemps si vous êtes pilote pour faire toutes les erreurs qu'ont fait tous les pilotes dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on a tout le retour d'expérience des divers crashs, des diverses choses qui se sont passées. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de se former pour tout simplement gagner du temps. Allez, on attaque les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis en ce qui concerne le pétrole. Alors, on a cette rencontre ici qui se passe entre Al Saoud, donc qui est le roi tout simplement d'Arabie Saoudite à cette époque-là, et Roosevelt. Ça se passe en 1945, ça se passe sur l'USS Quincy, qui est un navire de guerre. Roosevelt invite, il fait à ce moment-là un espèce de tour de pas mal des puissances pétrolières et il invite donc le roi Al Saoud à venir négocier des choses, une forme de stabilité au niveau de pas mal de choses, c'est-à-dire stabilité militaire et tout simplement également d'investissement dans la sphère pétrolière saoudienne. On se rencontre à cette époque, les cartes circulent, il suffit de se baisser en Arabie Saoudite pour ramasser du pétrole et ça intéresse bien sûr énormément les États-Unis. Au départ, on fait un accord de coopération militaire et donc Al Saoud dit qu'il va donner à la marine une partie de son pétrole, enfin pas donner mais le vendre à des prix extrêmement intéressants, mais en contrepartie ils doivent tout simplement sécuriser la zone. Comment ça se passe à ce moment-là ? Eh ben tout simplement Al Saoud arrive avec ses caravanes, il vient avec ses meubles et tout ça, on lui propose de dormir sur le navire, donc dans une cabine. Il dit non, je vais monter ma tente là sur le pont, etc. Enfin, c'est une rencontre un peu lunaire qui a lieu entre les deux et où Al Saoud arrive avec son siège, 50 000 aides, etc. Enfin voilà, pas mal de monde. Il veut montrer un petit peu sa puissance. Il arrive sur ce navire de guerre et ils font donc du coup, vous le voyez là, il a même ramené ses tapis, etc. Et ils font cette rencontre sur le navire de guerre et à l'époque, Al Saoud est un des tout premiers à négocier un accord 50-50. C'est-à-dire que à l'époque, étant donné qu'il y avait le colonialisme, etc., par exemple, au niveau de l'Iran, on faisait plutôt du 30-70, c'est-à-dire j'arrive avec mes dollars, je puise ton pétrole, donc j'investis sur les gisements, etc., ce qui est relativement peu onéreux par rapport à ce que vous pouvez sortir en termes de quantité. Je connais quelqu'un qui est dans le pétrole, par exemple, je connais quelqu'un qui est dans le pétrole, plutôt dans une autre sphère, on va dire, mais du coup, il m'expliquait que en gros, en une semaine, un gisement, enfin, un puits de pétrole est remboursé dans la semaine en ce moment avec les prix actuels tout simplement du pétrole. À l'époque c'était peut-être pas dans la semaine mais vous comprenez que l'investissement est plutôt juteux. Et en l'occurrence à cette époque Al Saoud dit moi c'est 50-50 ou c'est rien. Ça fait aussi partie de leur manière de négocier un petit peu et à cette époque là voilà lui il dit moi c'est 50-50 ou que dalle et puis c'est tout, c'est comme ça. Ils discutent tous ensemble, notamment avec ses conseillers militaires, conseillers de l'énergie, etc. Toutes ces choses-là. Roosevelt est un petit peu désarçonné par cette histoire parce que vraiment Al Saoud ne veut rien entendre. Ses aides, etc. lui disent même à 50-50, il en reste qu'on gagne quand même pas mal d'argent sur cette histoire-là. Et puis derrière aussi, on s'inscrit tout simplement dans une période longue pour avoir sous notre aile l'Arabie Saoudite. À cette époque-là, Roosevelt dit ok, on fait comme ça. Al Saoud demande aussi d'autres conditions, et notamment le fait que l'État d'Israël ne soit pas reconnu d'une certaine manière, ou en tout cas de freiner tout ce qui était en fait finalement d'une certaine manière, je dirais pas invasion de la Palestine, mais en gros exode juif et appropriation des territoires palestiniens, on va dire ça comme ça.
Donc, ça se négocie comme ça à l'époque, et finalement, Al Saoud est le tout premier à avoir un contrat 50-50, ce qui va faire jaser, bien évidemment, tous les autres pays, et notamment l'Iran, la personne de Mossadegh. Mossadegh, c'est le premier ministre iranien à l'époque. À l'époque, vous aviez le Shah d'Iran, et vous aviez le premier ministre, qui était donc Mossadegh, et celui-ci, en fait, est en train déjà de dire que l'Anglo-Persian Oil Company, donc c'est en fait l'ancêtre de British Petroleum, de BP, il veut renégocier tout simplement les termes du contrat. Avec, en l'occurrence ici, on parle des British. Et les États-Unis se placent ici un petit peu en médiateur dans cette histoire-là. Et donc du coup, vous comprenez bien que tous les Occidentaux détestent Mossadegh. Et Mossadegh dit, regardez, il y a des contrats 50-50 qui sont en train de se faire. Donc dorénavant, vous allez tout simplement nous payer beaucoup mieux. Mossadegh est un personnage très particulier au sens où il est extrêmement populaire dans son pays et il le reçoit pour beaucoup pour faire des signatures. Vous le voyez ici, les personnes qui sont signataires dans son lit. Donc c'est relativement spécial à cette époque-là. Donc d'un côté on a ça et on a Mossadegh qui embête énormément à la fois les British et les États-Unis. Les États-Unis vont se poser en médiateur et puis finalement ils vont mettre un couteau dans le dos de Mossadegh puisque ils vont inviter le Shah pour des vacances. Je pense que c'est à Londres à l'époque. Le Shah va à Londres. Le Shah d'Iran donc, et en même temps ils organisent un coup d'État en Iran qui permet tout simplement de renverser Mossadegh. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? Il est renversé, il est mis en prison pour trahison, je sais plus exactement les causes, mais voilà, je sais pas, fausse facture, ou je me rappelle plus de l'histoire. Il est mis en prison, il va décéder en prison quelques années après, et ça rend en Iran le Shah extrêmement impopulaire, parce que tout simplement le pays à cette époque-là était plutôt voué à ce que faisait Mohammad Mossadegh. Et donc, dans ce contexte-là, finalement, le Shah devient extrêmement impopulaire, ce qui va créer les conditions de la révolution iranienne après, avec Khomeini, etc. Enfin voilà, révolution islamiste dont vous connaissez les tenants et les aboutissants, et anti-occidentale, etc. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, les États-Unis vont décider d'armer l'Irak en la personne de Saddam Hussein, bien évidemment. Et puis également, Saddam Hussein qui sera très fervent d'achat, notamment d'achat grâce au pétrodollar d'ailleurs en partie, d'achat d'armements à la fois français, british et américains, mais principalement français, si je me trompe pas, je pense que l'Irak avait énormément d'armes françaises, et à l'époque on organise un petit peu cette guerre Iran-Irak qui va être une guerre majeure, tout simplement pour essayer de renverser la révolution islamiste de l'époque. Donc on s'appuie sur un voisin pour essayer tout simplement de récupérer les tenants et les aboutissants. On a aussi Nasser en Égypte, toutes ces choses-là. Bon, on va passer ici un petit peu plus, mais vous comprenez que qu'est-ce qu'il s'est passé? On a fait un accord d'un côté où on dit oui, Israël ne sera pas construit avec les Saoudiens. D'un autre côté, on refuse de renégocier avec les Iraniens. Et puis, en face, cette espèce de friction avec l'Iran, parce qu'à l'époque, c'est sunnites et chiites, donc les Saoudiens sont pas extrêmement fans des Iraniens à l'époque, même ça a toujours été le cas pendant assez longtemps. Finalement derrière, Truman trahit un petit peu ce qu'avait promis Roosevelt, c'est-à-dire que l'État israélien finalement se fait. En l'occurrence, les Saoudiens l'ont quand même un petit peu en travers, même si derrière ils ont une forme de protection dans la zone qui est vouée par les Américains. Donc jusqu'à à peu près 2000-2010, on va dire que ils acceptent le pétrodollar. Ils sont plutôt contents de recevoir des dollars en échange de leur pétrole, tout simplement parce que ça leur paraît stable, etc. Et puis vous savez ce qu'il en est après. On parle bien évidemment des BRICS, on parle de toutes ces choses-là, donc une espèce de revirement. Je voulais quand même vous faire ce retour sur l'histoire parce que il explique pas mal de choses de la situation actuelle. Il faut comprendre que dans les livres d'histoire, qu'ils soient chinois, russes, iraniens, nous on a une vision biaisée parce qu'on a une vision, je dirais, LCI, un petit peu des choses qui se passent, les méchants islamistes, ceci, cela. On a une vision un petit peu LCI /
je sais même plus le nom de cette chaîne, enfin vous le mettrez dans le commentaire parce que j'ai oublié le nom. Et en l'occurrence, j'allais dire Bloomberg, mais c'est pas ça en France, c'est quoi c'est pas grave, ça m'a échappé. Et en l'occurrence, vous comprenez qu'au travers de ce prisme de l'histoire, on peut un peu mieux se mettre dans les baskets de tel ou tel pays, tout simplement parce qu'on comprend mieux l'histoire, c'est-à-dire des trahisons. Derrière, on sait ce qui s'est passé avec l'Irak, puisque on fait un petit peu la même chose dans l'autre sens. On sait ce qui s'est passé également, j'en ai peut-être parlé sur la chaîne, je me rappelle plus, avec Kadhafi en Libye. On sait ce qui s'est passé avec Bachar el-Assad en Syrie. Et derrière, on a eu un prisme, nous, qui était, entre guillemets, si on suivait uniquement les news, quand même relativement biaisé par rapport à ce qu'il se passait en termes d'histoire et en termes de... je crois que c'est De Gaulle qui disait il vaut mieux être ami des États-Unis, il vaut mieux être ennemi des États-Unis que d'être leur ami, ou être l'ami des États-Unis. Être l'ennemi des États-Unis est dangereux et être leur ami est fatal. C'est ça. Donc du coup, voilà, vous comprenez un petit peu mieux peut-être en tout cas, et puis en ce moment, on a quelque chose d'historique qui est en train de se passer, c'est d'ailleurs la Chine qui a organisé ces rencontres, c'est que l'Iran et l'Arabie Saoudite sont en train de plus ou moins faire la paix, et donc c'est extrêmement intéressant de voir complètement les blocs, le monde entier changer, finalement cette histoire du pétrodollar qui n'est plus qu'européenne quelque part, ou en tout cas on va vers ça probablement. L'Europe aurait probablement ici quelque chose à tirer de tout ça, à savoir être une forme de troisième voie, un médiateur, etc. Puis on voit que c'est pas nécessairement ce vers quoi l'Europe se tourne actuellement, puisqu'il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a pas d'Europe politique. On a une Europe qui est certes économique, on a un Parlement qui fait passer finalement des lois qui sont économiques sans que nos propres parlements de nos propres pays aient le droit de les ratifier. Et puis derrière, finalement, on va se trouver dans cette situation un petit peu où l'Europe est dépendante des États-Unis, quoi qu'il en soit, sur en tout cas sa partie militaire. Allez, 26 minutes, on attaque la liquidité. Voilà, ce sujet, je pense, c'était intéressant à développer. On ne l'avait pas encore fait sur la chaîne, donc voilà, je pense que c'était relativement sympathique. 70 millions de liquidation hier. Je vous rappelle que vous pouvez aller rejoindre la chaîne, 9,99€ par mois, vous aurez une vidéo tous les jours en plus. Également, vous avez le potentiel d'aller sur le Discord et moyennant certaines conditions, vous pouvez accéder à ces vidéos gratuitement. Vous allez aussi très bientôt avoir une boutique de merchandising où vous pourrez acheter t-shirts, etc. Toutes ces choses-là. Je ferai une page de pub, tout ça, parce que c'est pas des choses que j'aime trop faire, donc du coup, je préfère la balancer sur un bouton. Et puis ceux que ça intéresse pas et qui ont déjà vu la page de pub, au moins ils peuvent la passer aussi. Et puis vous avez également la possibilité de mettre un like, et ça c'est super important sur la chaîne. Mettre un like, c'est ça qui va aider derrière à ce que le référencement soit meilleur et à ce qu'on puisse être regardé par le plus grand nombre de gens possible. C'est la meilleure aide que vous pouvez donner. 35 millions, donc pile la moitié sur Bitcoin et Ethereum. On est plutôt dans la normalité ici, principalement du long, puisque l'action de prix a été plutôt baissière depuis hier. Ici, vous voyez qu'on avait rebondi à un moment donné, oui, sur cet ordre-là, et finalement, là, on vient d'aller le chercher, ordre d'achat. Ici, on avait rebondi puis enfoncé celui-là à 70 bitcoins, et ici, on a 107 bitcoins à 26 600 qui sont potentiellement dans les tuyaux pour y aller. Là où ça m'intéresse, c'est que on a quasiment touché ici, vous le voyez, cet ordre à 2 pixels. 2 pixels, ça veut dire un gros ordre de longue, une grosse anomalie de longue sur cette zone. Donc ça c'est intéressant. On a sorti celui-ci, on avait fait la vidéo par ici hier soir. On s'est plutôt construit sur du long ici, donc derrière c'est un petit peu normal qu'on corrige. Il y a eu un tout petit peu de short sur ce niveau-là. On va mettre un niveau en trétillé, donc vraiment pas majeur. Et en l'occurrence on est sur ce niveau-là. Donc c'est un 1 pixel et il est en trétillé parce qu'il est vraiment pas énorme. Derrière, on continue à se construire sur du long sur cette descente-là. Donc il y aurait eu un point à prendre ici. Là j'ai pas mal de shorts, donc en l'occurrence on peut mettre un 1 pixel sur ce point-là. À peu près par ici, et là on peut le dire qu'il est en droite, et derrière on se reconstruit sur du long à nouveau jusqu'à ce point là. Derrière on vient de nettoyer tous les longs, vous comprenez que j'aurais rajouté des ordres ici si jamais ça avait été le cas. Depuis rebond sur les longues ici, ça nous permet également d'aller potentiellement chercher celui-là. Donc pour l'instant je mets pas d'ordre long ici, je pense que les 26 600 sont partis pour être pris, et vous voyez qu'on a rajouté de l'ordre en short au dessus. On va sauvegarder ça, on va aller voir Ethereum. Alors, Ether, qu'est-ce qu'on a?
Ether est magnifiquement venu chercher pour le coup lui son 2 pixels en dessous. On a eu principalement du long sur ce niveau, donc c'est le niveau qu'on est allé chercher derrière. Tout petit niveau de short ici. Il est où? Il est là. À peu près par ici, ouais, on peut dire qu'il n'a pas été touché peut-être, en tout cas il y a un petit quelque chose à prendre potentiellement par là, derrière on se reconstruit sur du long et on est reshorté à nouveau par là, donc on va juste mettre celui-là, et pour le coup on va mettre un 2 pixels, parce qu'il représente 2 niveaux, donc ça et ça a été pris. Est-ce qu'on a été relongué à partir d'un certain niveau? Non, pas vraiment pour le moment. Bon, comprenez bien qu'il y a du long hein, quand même en bas de ce niveau, et qu'il est même peut-être en train de se construire actuellement. Un open interest qui est plutôt à la hausse. Et pourquoi je peux pas sauver ici? Je sais pas. Tous les changements sauvegardés. D'accord, bon, très bien. Derrière, on va sur iBlock pour regarder un petit peu les poches de liquidité et les niveaux qui ont été placés sur les 5 derniers jours. Bitcoin est en train de passer en niveau négatif, plus de short que de long sur les 5 derniers jours en valeur. On a une belle poche de liquidité ici qui pourrait être prise à 27,5. Un petit peu d'ordre qui s'est faxé sur la descente. Ce ne sont pas des gros ordres. Vous voyez que les gros ordres, je crois que là on était hier, hein, quand j'ai fait la vidéo à peu près. Eh bien, les gros ordres, ils ont été, le gros ordre en tout cas qui est là, il a été déjà pris dans cette remontée-là. Donc on n'a plus de très gros ordres, on n'a plus de très grosses bulles. C'est plutôt une accumulation de tout petits shorts qui sont en train d'être pris à ce stade. Et vous voyez qu'en bas, potentiellement, ce qui pourrait être pris, c'est 26 530. Pour la première poche, et si on va tout en bas de la structure, en tout cas sur les 5 derniers jours, on aurait potentiellement quelque chose, je trouve qu'il y a pas mal de orange ici, dans la zone des 26 300. Hier, on a parlé de 26 600, c'est aussi une zone, je pense, sensible. Sur Ether, on va faire un refresh quand même, parce que ça va vite, hein, les positions qui s'ouvrent, etc. Il faut ici être au dernier moment. Eh bien, oui, pas mal de shorts sur Ether, ça c'est pas trop mal. Un delta qui est encore plus important que Bitcoin. Et sur les 5 derniers jours, on voit qu'Ether est très bien nettoyé. Cela dit, on voyait qu'il était très bien nettoyé ici aussi, et c'est pas ce qui nous a donné une action haussière derrière. Très belle poche de liquidité également sur Ether, autour des 1668. On est en ce moment à quel niveau? 1588, ça fait un joli long à prendre. Bon, ça c'est une time frame 5 jours. On va aller voir ici derrière un petit peu les autres time frames pour se dire est-ce qu'on est sur la bonne histoire ou pas en évoquant du long. Sentiment sur le 12 heures qui a été plutôt longueur mais un petit peu shorté quand même aussi. Sentiment sur les 7 jours, enfin sentiment poche de liquidité sur les 7 jours. Vous voyez que Bitcoin pourrait se diriger vers les 26 100. On avait parlé hier des 26 600, ben on est dessus, ça y est. Donc ça pourrait être un point de rebond, 26 600, mais néanmoins on a une très belle poche de liquidité ici à 26 050 et qui descend jusqu'à 25 500 sur la 7 jours. Et la 7 jours, je vous le rappelle, elle ment rarement. Le problème c'est quelle poche on va aller prendre, avant quelle poche, etc. C'est toujours un petit peu la même chose. On regarde un petit coup la mensuelle. La mensuelle, on a une énorme poche ici au 28-29 qu'on ne veut pas aller chercher hein, pour le moment. Vous le voyez ici, on prend plutôt de la liquidité qui est plus fraîche. Je dirais que cette poche, elle a quasiment un mois. Hein, ici, vous le voyez, 3 semaines. Qui a pris profit sur la descente qui était celle-ci? Est-ce qu'on va laisser passer le fait qu'il y ait cette poche intermédiaire qui soit relativement chargée dorénavant? Ou alors est-ce que cette liquidité fraîche qui a pour le coup moins d'une semaine, enfin à peu près une semaine, va d'abord être visitée? Et finalement, est-ce qu'on va laisser gagner une partie des 28-29 000? C'est une bonne question. Désormais, elle commence à être datée un petit peu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Cette poche au 28,5-29 en monthly commence à dater de 3 semaines. C'est beaucoup. Ça voudrait dire qu'il ne reste que les traders de position là-dessus. Et voilà. Sur Ethereum, vous voyez qu'on est plutôt shorté sur les 12 dernières heures. Le sentiment est shorter actuellement. On est venu visiter une bonne partie de la poche de liquidité ici. Si jamais on va jusqu'en bas, on parlerait des 1560. Et si jamais on se réveille pour aller en haut, on parlerait des 1700 en ce qui concerne la 7 jours. Là, un mois pour avoir une proportionnalité. Encore une fois, je pense que les traders de position ici sont moins nombreux que ce qu'on peut regarder. Vous le voyez ici, 1568 en liquidité fraîche. Si on passe vraiment sous la structure et qu'on vient chercher du long, 1500. Et vous le voyez ici, on a moins de short sur long terme, hein, j'entends, sur Ethereum que sur Bitcoin. Mais c'est normal, il y a moins de valeur. Donc du coup, ici, vous le voyez, 300K. Je pense pas que... Vous le voyez, 160K, l'échelle est divisée par 2 en fait sur Ethereum. Quand vous voyez du jaune, c'est divisé par 2.
Ben voilà, on a fait le tour de la liquidité. On va retourner sur Bitcoin en petite time frame pour faire la conclusion de cette vidéo. Maintenant qu'on a regardé le fondamental, le technique et le sentiment, ben on va aller voir un petit peu ce qu'il en est sur les petites time frames et quels sont les scénarios potentiels à envisager. Encore une fois, je défendrai bien l'idée d'un petit range ici dans la zone pour le moment. Maintenant, si on a une journée dégueulasse sur S&P, si on n'a pas à minima un rebond sur la journée actuelle, donc jeudi 21 septembre à Wall Street, quand on va ouvrir, donc à 15h30, on va voir ici le sens, est-ce qu'on ouvre en gap, etc. On pourrait aller voir les futurs pour dire ça, mais je vous invite à aller les voir par vous-même si vous voulez voir. Eh bien, voilà, la question c'est est-ce que ça se transforme en support dorénavant, ou alors est-ce qu'on réintègre? Si ça se transforme en support, on est parti pour un range, avec une cassure qui soit haussière, soit baissière. Vous avez vu ici qu'on a parlé des 25,6 comme début de la poche de liquidité, donc on va décaler un petit peu celle-ci, pardon. Donc ça serait mon scénario 1, on range entre 26,7 et 27,3. Ça c'est mon scénario 1 de potentialité de ce qu'il peut se passer à ce stade. Si jamais en revanche on voit, donc ici on a dit 25,6, donc la poche elle commence ici. Vous voyez que ça c'est la liquidité intermédiaire qui menace d'être prise également. Deuxième scénario, on a besoin de corriger plus, donc personnellement, je dirais que ce range, on en sortirait par le bas si jamais on fait ce range, si jamais on fait une revisite des 27,3. À ce moment-là, pour moi, je pense pas que c'est un range dont on sortira par le haut, mais c'est mon avis personnel pour le moment. Et pour le coup, j'irais plutôt sur une prise de cette liquidité intermédiaire. Maintenant, on voit qu'elle est légèrement défendue, et notamment sur ce 4 heures ici, où vous voyez, même sur la bougie daily, pour le moment, hein, la journée du jour n'est pas finie ici, mais même sur la bougie daily, on a finalement une belle défense. Ici, on avait une très belle défense en haut, très belle défense en haut, très belle défense en haut. C'est pour ça que je pense que ce niveau ne casserait pas. L'idée ici, ça serait de se mettre encore une fois, dans un range intermédiaire, parce qu'on a une jolie défense de la liquidité en haut et on a une jolie défense de la liquidité en bas. Donc ça veut dire pour moi, on pourrait se balader entre ces deux bornes, sauf news majeure qui nous invite à la descente ou à la montée et qui mettrait en berne la demande de spot tout simplement. Derrière, revenir bouffer cette liquidité-là, je pense qu'on va y aller à un moment donné, surtout que si on range, elle risque de grossir ici en haut. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Pour moi, le bon point ici à l'achat, il se trouverait vers les 25,3, potentiellement quelque part entre 25,3 et 25,7, si vous pensez que la daily peut se retourner. Ok. Bon point de short, j'aurais tendance à dire que petit à petit, on se dirige vers les 28, j'avais posé 28,5, 29, mais avec le temps, cette poche de liquidité en 3 semaines, vous l'avez vu, je vous ai montré la 3 semaines ici, elle vieillit de plus en plus finalement, et est-ce qu'on va aller à 29 réellement ou pas? C'est une bonne question. Derrière, si par contre on en venait à retourner la daily, je dirais que tout est possible, c'est-à-dire ici refaire un plus haut. À partir de ce stade, la daily, elle peut rester haussière pendant longtemps. Ce qui serait, entre guillemets, peut-être potentiellement engageant pour se dire que ça ne tiendrait pas, cette histoire, c'est que si, par exemple, on va le faire avec une droite plutôt, peut-être. Si, par exemple, je venais ici à vous faire cette droite, on va augmenter l'opacité un petit peu, tac. Si je venais à vous faire cette droite et que derrière, on vienne faire la parallèle en haut, c'est-à-dire se faire rejeter par une parallèle, alors là, vous comprenez qu'on met la charrue avant les bœufs, hein. Là on est complètement sur de la spéculation pure et dure. Même si spéculer vient de spectateur qui veut dire regarder. Mais c'est de l'analyse énorme. Donc si on venait ici, voilà, par exemple à 28,850 à ce stade, si on y va aujourd'hui, ça nous donnerait à peu près ça, et que derrière on corrige, attention au bear flag. Bear flag un peu vieux, moi j'aime bien les jouer différemment, les bear flags, mais vous le voyez ici, 17 août, voilà, moi je dis souvent, je dis qu'un bear flag doit faire moins de 3 semaines, sinon c'est peut-être un canal haussier. Donc voilà. Mais si on venait en tout cas à venir faire ça et derrière dégager, là vous êtes sur du 50-50. Là où normalement un bear flag plus rapide va vous donner du 30-70 presque au niveau de chance de gain. Si jamais, encore une fois, il est rapide. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui avec... Je crois que j'ai fait une mise à jour Apple. Je commence vraiment à en avoir marre d'Apple d'ailleurs, d'une certaine manière, même pour les ordi, hein. J'ai lâché les téléphones, mais alors même pour les ordinateurs, c'est vraiment de l'obsolescence programmée. Bref, je vous raconte ma vie là. En gros, même si on revient et qu'on le perd par le bas, eh bien ça serait quand même un bear flag à 50-50 qui certes serait en train de péter vers le bas, mais qui aurait plus de 3 semaines, donc pour moi j'y accorderais peut-être moins d'importance qu'autre chose, mais voilà. Si par contre derrière on arrive à casser ce flag et à aller plus haut, à ce moment-là, ça voudrait dire que tout simplement on s'inscrit dans quoi? On s'inscrit dans le range qui est celui-ci. À ce stade, hein, pour le moment, c'est ce qu'on peut voir comme éventualité. J'ai parlé hier dans la vidéo affiliée d'un scénario en Elliott où ceci est tout simplement juste une flat et où on pourrait péter, aller plus haut.
c'est une potentialité qui existe, c'est-à-dire là on aurait fini une correction en fait de 2 qui serait juste une flat, et puis derrière on repart par le haut de cette histoire. On va voir ici si jamais c'est ce qui se met dans la charte ou pas. Ouais, là il est complètement à la ramasse, bon c'est pas grave. On revient sur ça, et c'est pas grave, j'effacerai tout ça plus tard. Bref, vous voyez un peu les scénarios. Je pense, suivez bien là 5 minutes, ce genre de choses, pour voir si effectivement on tient ce range ou pas. Suivez bien les niveaux 4 heures, suivez bien tout ce que je vous ai montré un petit peu comme signaux dans un sens ou dans l'autre. On peut très bien ici, et c'est une mauvaise news qu'on a eue hier, également venir bien sûr visiter sous la structure dans sa totalité, c'est-à-dire faire un nouveau plus bas. Dans ce cas-là, la flat dont je vous parlais là se transformait tout simplement en expanding flat, et là pour le coup on a des targets, donc vous voyez ici on prend les targets qui sont celles-ci, on prend le plus haut qui est là, je me suis un peu planté mais on va le décaler, celui qui est là, et en gros si c'est une expanding on a des targets de 22 jusqu'à 20, ça représente vachement bien si jamais on y va une zone de rechargement d'achat en Elliott, c'est-à-dire que j'ai des confluences ici, si je prends la totalité tout simplement de cette vague là ici, d'accord, en général une 2 d'Elliott elle va plutôt chercher 0,5 à 0,618, donc là vous voyez la confluence elle est quasiment parfaite pour dire qu'on va peut-être faire une flat étendue et venir chercher les 22 à 20 000 $. Donc à vous de voir, est-ce que vous jouez ici le retournement de la daily, une correction plus importante, parce que là si jamais on est même dans une flat étendue, on devrait avoir une A ici, une B qui vient chercher quelque part ici, et une C. D'accord, c'est plutôt ça qu'on voudrait, qu'on verrait. Même en l'occurrence ici, si c'est une flat, on attendra même, excusez-moi, 5 vagues pour y aller. Donc potentiellement plutôt quelque chose comme ceci. Tac, admettons, ici une 3 ici, voilà, une 4 et une 5, voilà, pour y aller peut-être même dans cette espèce de canal descendant. C'est pour ça que je vous ai placé un peu les points comme ça, quelque chose comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, une diagonale par exemple, tout à fait possible. Donc voilà, à voir si on se construit là-dessus, ce qui est tout à fait plausible, et vous le voyez qu'on a des confluences en Elliott qui nous disent que ça peut être le cas, et elle est très belle la confluence ici pour la zone des 20 à 22. On ne perdrait pas finalement la structure weekly, on viendrait juste faire une correction assez importante, admettons à 21 200, etc. Enfin, c'est vraiment des choses qui se défendent en termes de confluence, en tout cas. Putain, mais c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment des choses qui peuvent se défendre en termes de confluence, et voilà, je vous invite à garder quand même ce scénario dans un coin de votre tête, parce que il est tout à fait possible. Allez, je vous laisse là-dessus, la vidéo fait déjà 41 minutes. J'ai promis de me soigner et de sortir plutôt des vidéos entre 20 et 30 minutes, mais comme vous le voyez, je suis un moulin à parole, une vraie concierge portugaise, et j'aime beaucoup parler, développer les choses, et vous en faire part, parce que je trouve que c'est le principe de la chaîne. Vous avez ici, je pense, toutes les clés, en tout cas les miennes, mon analyse, et je le redis encore une fois, votre meilleur influenceur, c'est vous-même. Vous jouez un scénario, vous appliquez dessus un risk management, et vous faites ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire plan the trade and trade the plan. Donc ça veut dire vous devez planifier votre trade et derrière suivre votre plan. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser derrière de choses et d'autres. Allez, est-ce que vous êtes plutôt prise de notes sur le téléphone, ce genre de truc, ou est-ce que vous êtes plutôt vieille école, c'est-à-dire on prend un cahier et on marque un petit peu tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on fait, etc. Dessus. Personnellement, moi je suis plutôt Excel pour mon journal de trading, parce que ça permet des formules, des choses comme ça, etc. Et après, derrière, les idées, toutes ces choses-là, enfin tout ce qui est un petit peu en vrac, je l'inscris toujours sur du papier. J'ai aussi pas mal de post-it ici que j'utilise tout le temps, que je colle partout pour me rappeler de trucs et d'autres. Et là, en l'occurrence, cette idée de faire, par exemple, ce sujet sur l'Arabie Saoudite, il était sur un post-it depuis assez longtemps. Et puis voilà, je l'ai fait aujourd'hui. Portez-vous bien. On se retrouve demain. Merci pour votre fidélité, bienveillance, et à demain. Ciao.